T'est-il déjà arrivé qu'on te mente sans que tu t'en rendes compte immédiatement? La plupart des gens ne tombent pas dans le piège parce qu'ils sont naïfs, mais parce qu'ils ne savent pas détecter les signaux. Les menteurs n'apparaissent pas avec une pancarte sur le front. Ils n'évitent pas toujours ton regard. Et ils ne bégainent pas forcément de nervosité. Non. Les plus habiles paraissent attentifs, préoccupés, voire serviables. Et pourtant, si tu sais écouter attentivement, tu découvriras qu'ils répètent tous les mêmes 5 types de questions. Aujourd'hui, nous allons voir quelles sont ces questions manipulatrices, pourquoi ils les utilisent et, surtout, comment tu peux te protéger pour ne pas tomber dans leur toile. Car rappelle-toi, la vérité n'est pas seulement ce que quelqu'un dit, mais aussi la manière dont il pose la question et avec quelle intention. Pour commencer, il faut comprendre une chose. Les menteurs ne sont pas des personnages de films ni des méchants de romans. Ils sont dans la vraie vie, au travail, dans les relations et même dans les négociations quotidiennes. Le mensonge n'est pas toujours une grande invention. Parfois, ce sont de petites distorsions qui s'accumulent. Et là, les questions sont leur outil préféré. Des psychologues comme Paul Ekman, experts en détection du mensonge, ont montré que les bons menteurs ne se trahissent pas par des gestes évidents, mais par le langage. Ils l'utilisent pour détourner l'attention, semer le doute et garder le contrôle de la conversation. Voyons la première question manipulatrice. Pourquoi est-ce que je te mentirais? Cela semble innocent, presque comme une supplication d'honnêteté. Mais ce n'est pas le cas. En réalité, c'est un piège émotionnel. L'intention n'est pas d'éclaircir tes doutes avec des preuves, mais de te faire culpabiliser de les avoir. C'est un jeu avec ta confiance. Et si tu tombes dans le panneau, tu commences à douter de tes propres instincts et tu finis par rendre à l'autre le bénéfice du doute. Du point de vue psychologique, cette question exploite ce que Robert Cialdini appelle la réciprocité sociale. Quand quelqu'un se place dans un rôle de vulnérabilité, comme s'il était la victime incomprise, nous avons tendance à répondre par des concessions. Au travail, par exemple, un collègue qui ne remet pas un rapport peut répondre. « Pourquoi est-ce que je te mentirais? Tu sais que je respecte toujours mes engagements. Regarde bien, il ne donne pas de preuves. Il fait seulement appel à ta perception de son caractère. Il en va de même dans les ventes trompeuses ou même dans les relations de couple, où un infidèle peut utiliser des variantes comme « Qu'est-ce que je gagnerais à te mentir ?» ou « Tu crois vraiment que je suis capable de ça ?» Le problème, c'est que cette tactique renverse la charge de la preuve. Au lieu qu'ils aient à démontrer leur version, c'est toi qui finis par justifier ton doute. Avec le temps, cela érode ta sécurité et peut mener à ce que les psychologues appellent l'auto-gaslighting, c'est-à-dire remettre en question ton propre jugement. Que peux-tu faire alors? La clé est de ne pas entrer dans le jeu émotionnel. Une réponse simple serait « C'est justement ce que j'essaie de comprendre ». Ainsi, tu maintiens l'attention sur les faits, pas sur les sentiments. Et si le contexte est plus formel, comme lors d'une réunion d'affaires, tu pourrais dire « Montre-moi les données qui soutiennent ta version, et nous en discuterons. » La véritable honnêteté ne craint pas l'examen minutieux. Le mensonge, si. Et un conseil supplémentaire, observe ce qui se passe ensuite. Change-t-il de sujet? Croise-t-il les bras de façon défensive? Se montre-t-il excessivement sur la défensive? Ces petits détails ajoutent des indices. Au final, détecter la manipulation ne relève pas de la paranoïa, mais d'un affinage de l'observation. Deuxième question manipulatrice. Qui te dit ça? À première vue, cela semble être un doute innocent, presque une marque de curiosité. Mais ce n'est pas le cas. Cette question ne cherche pas à clarifier quoi que ce soit. Elle cherche à contrôler. Quand un menteur te lance un « Qui te dit ça?», son intention n'est pas de comprendre ce que tu as entendu, mais d'identifier des noms. Savoir qui faire pression, qui discréditer, comment faire taire ou isoler la personne qui l'a exposé. Regarde bien la manœuvre. Soudain, la conversation ne tourne plus autour de ce qu'il a fait, mais autour de qui a parlé.
C'est la manipulation dans sa forme la plus pure. Psychologiquement, cette tactique s'appuie sur la stratégie du diviser pour mieux régner, très courante dans des groupes comme les familles, les équipes de travail ou même en politique. Les leaders autoritaires, par exemple, l'utilisent pour traquer les dissidents et affaiblir les alliances. Et ce n'est pas seulement théorique. Dans des scandales d'entreprise comme celui d'Enron, les dirigeants demandaient souvent aux employés « Qui t'a raconté ça ?» L'objectif n'était pas d'éclaircir l'information, mais de détecter les fuites et de faire taire ceux qui dénonçaient des irrégularités. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que cela exploite notre peur du conflit social. En révélant la source, tu as l'impression de l'exposer à des représailles, et cela fait de toi un complice du mensonge. Et le plus dangereux, c'est que si tu réponds, tu leur donnes des munitions. Ils savent déjà qui attaquer avec des rumeurs, des pressions ou des contre-accusations. Les variantes sont nombreuses. D'où as-tu sorti cette idée? Qui t'a mis ça dans la tête? Ou est-ce que quelqu'un t'influence? Dans des amitiés toxiques, par exemple, un ami manipulateur peut utiliser ces phrases pour t'éloigner de ceux qui ont déjà vu ses failles. Dans un contexte de couple, cela peut sonner comme « Qui est en train de te mettre des choses dans la tête? » Dans tous les cas, le but est le même, t'isoler et détourner l'attention. Alors, que faire? Très simple, ne donne pas de nom. Une réponse directe serait « La source n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est la vérité. » Ça, tu ramènes le poids de la conversation sur le terrain qui compte vraiment. Les faits. Car la vérité n'a pas besoin de savoir d'où elle vient. Seuls les mensonges s'en obsèdent. Un pas de plus. Si la discussion devient houleuse, tu peux renforcer avec quelque chose comme « Explique-moi d'abord ta version et voyons si elle correspond. » Cela les oblige à construire un récit cohérent. Et les menteurs trébuchent souvent quand ils doivent soutenir leurs propres histoires. Et attention, s'ils insistent trop pour savoir qui a parlé, considère-le comme un drapeau rouge. Là, il n'y a plus de curiosité. Il y a une intention de contrôle. Au travail, dans les amitiés ou même dans une relation de couple, remarquer cette répétition peut être la clé pour reconnaître des schémas de manipulation. En fait, dans des litiges juridiques comme des divorces ou des affaires de travail, documenter ce type de questions est utilisé comme preuve pour montrer des dynamiques d'abus. Si ce que je suis en train de te dire te fait prendre conscience de certaines choses, abonne-toi à la chaîne et mets un like à la vidéo. Et dis-moi dans les commentaires. Christopher, ces questions me font douter de la vérité. Je serais ravi de lire tes expériences et de les analyser dans de futures vidéos. Maintenant, reste attentif, car nous allons passer à la troisième question manipulatrice, l'une des plus utilisées pour te faire douter de toi-même. La très populaire « Tu ne me fais pas confiance ?» Un autre piège émotionnel déguisé en innocence. Cette question ne parle pas de confiance, mais de pouvoir. Le menteur l'utilise pour inverser la situation. Au lieu qu'il doive démontrer son honnêteté, c'est toi qui dois justifier pourquoi tu doutes. Mais rappelons l'essentiel. La confiance ne s'exige pas. Elle se gagne jour après jour, avec cohérence, respect et intégrité. Si quelqu'un la réclame au lieu de la cultiver, c'est un signal d'alarme. Psychologiquement, cette tactique est apparentée au schéma Darveau. Dénier, attaquer, renverser. Victime et agresseur. Largement documenté dans les études sur l'abus émotionnel. Le menteur nie implicitement, attaque ton doute et se présente comme une victime. Dans des relations de couple conflictuelles, cette manœuvre est fréquente. Par exemple, quelqu'un qui cache des dettes peut dire « Tu ne me fais pas confiance ?» Lorsque tu examines les comptes, détournant l'attention de son irresponsabilité vers ton supposé manque de foi. Les variantes sont tout aussi dangereuses. Tu doutes de moi après tout ce que nous avons traversé? Ou pourquoi penses-tu toujours au pire? Tout joue sur la culpabilité et l'histoire partagée, manipulant ton empathie pour que tu privilégies la relation plutôt que les faits.
Les neurosciences sociales ont démontré que ce type de phrase active des zones cérébrales associées à l'empathie, ce qui facilite le fait que le manipulateur profite de ta prédisposition à pardonner. À long terme, cela use ton estime de toi et te pousse à tolérer des mensonges de plus en plus grands. Comment répondre? Une option ferme et claire serait: la confiance ne se demande pas, elle se construit. Ainsi, tu ramènes le poids à l'endroit juste, sur ses actions et non sur tes justifications. Et si tu veux aller plus loin, tu peux ajouter: montre-moi des actions qui l'appuient et nous en parlerons. Cela coupe court aux promesses vides et exige des faits. Observe bien sa réaction. S'il se met en colère ou esquive, il ne cherche pas la confiance, il cherche le contrôle. Dans les contextes professionnels, cela arrive aussi. Un patron manipulateur peut utiliser ce type de phrase pour faire taire des doutes légitimes. Dans ces cas-là, tout documenter est essentiel, car ces schémas peuvent devenir des preuves auprès des ressources humaines ou même dans des instances juridiques. Avec cela, ce que je veux te dire, c'est que la véritable confiance ne se mendie jamais, elle se démontre avec des faits. Et si quelqu'un essaie de te faire culpabiliser parce que tu questionnes, le problème ne réside pas dans ta méfiance, mais dans son manque de transparence. 4e question. Tu vas vraiment exagérer pour ça? Cette question est du gaslighting dans sa forme la plus pure. Elle ne cherche pas à parler de ce qui s'est passé, mais à minimiser ta réaction. Le menteur adore te peindre comme exagéré, dramatique ou trop sensible. Pourquoi? Parce que s'il réussit à te faire douter de toi-même, il peut continuer à cacher la vérité sans que tu le confrontes. Et la réalité est simple. Quand quelqu'un minimise ta douleur pour protéger son mensonge, il n'est pas honnête. Il te manipule émotionnellement. Le terme gaslighting vient d'un film des années 40. Et aujourd'hui, en psychologie, il est associé aux dynamiques d'abus et aux personnalités narcissiques. Exemple clair, un ami qui te doit de l'argent et, quand tu le réclames, te répond « Tu vas exagérer pour quelques dollars » ou encore des phrases comme « Ce n'est pas si grave » ou « Tu fais une montagne d'un grain de sable ». Toutes fonctionnent de la même manière. Te faire culpabiliser de réagir afin que tu baisses ta garde et acceptes le mensonge. Le problème, c'est que si tu l'acceptes, à la longue, tu finis par douter de ton propre jugement. Et c'est là que réside le vrai danger. Tu cesses de faire confiance à ce que tu vois et ressens, et tu donnes plus de pouvoir aux manipulateurs. Comment répondre? Ne tombe pas dans le piège. Une réponse ferme pourrait être « Je n'exagère pas. Cela s'est produit et je veux une explication. » Une autre option. Si ce n'est pas important, alors pourquoi l'as-tu caché? Avec ça, tu inverses le jeu et tu les obliges à se justifier. Car celui qui dit la vérité n'a pas peur de tes questions. Seuls les menteurs essaient de traiter la vérité comme si c'était une gêne. Et si tu vois qu'ils insistent à te minimiser encore et encore, prends just. Là, tu as un drapeau rouge. Ils ne cherchent pas le dialogue, ils cherchent le contrôle. Dans ces cas-là, le plus sain est de poser des limites et, si tu le peux, de réduire le contact. 5e et dernière question manipulatrice de cette vidéo. De quoi m'accuses-tu exactement? À première vue, cela ressemble à une recherche de clarté, presque comme si la personne voulait mieux te comprendre. Mais, en réalité, c'est un coup de pouvoir. Avec cette question, le menteur essaie de te faire sentir que tu as franchi une ligne, que tu es injuste ou même agressif. L'objectif est simple, que tu te rétractes, que tu adoucisses ta position ou que tu finisses par t'excuser. Et s'ils parviennent à transformer ton doute en accusation, ils ont déjà gagné. La conversation cesse de porter sur ce qu'ils ont fait et commence à tourner autour de ton ton ou de ton attaque. C'est ce que la psychologie appelle le reframing, c'est-à-dire changer le cadre de la discussion. Dans les interrogatoires, les détectives entraînés savent très bien que tomber dans ce piège peut diluer le sujet central. Pense à un exemple quotidien. Un colocataire qui ne paie jamais son loyer à temps. Et quand tu lui mentionnes les irrégularités,
Il te lance un « De quoi m'accuses-tu exactement ?» Soudain, le problème n'est plus son manque de responsabilité, mais ta supposée dureté. Les variantes sont nombreuses. Qu'est-ce que tu insinues? Ne m'accuse pas sans preuve. Toutes jouent sur la même peur, celle de paraître injuste ou paranoïaque. Et c'est là le danger, car si tu passes sur la défensive, la vérité se dilue. Comment répondre? Reste calme. Une option claire et ferme est « Je n'accuse pas, je pose une question et je veux une réponse concrète. » Sans élever la voix, sans drame, juste des faits. S'il continue à esquiver, insiste. Explique-moi ta version pas à pas. Cela les oblige à entrer dans les détails, et c'est là que les menteurs trébuchent souvent. Garde à l'esprit que les grands menteurs n'inventent pas toujours des histoires spectaculaires. Très souvent, ils se cachent derrière de petites questions, déguisées en innocence, qui te font culpabiliser de douter. Non seulement ils cachent la vérité, ils prennent en otage la conversation. C'est pourquoi, si tu veux te protéger, ne te limite pas aux mots. Écoute l'intention. Demande-toi, cette question cherche-t-elle à éclaircir ou à détourner? M'aide-t-elle à comprendre ou me fait-elle me sentir confus et diminué? Rappelle-toi quelque chose d'important. L'honnêteté n'a pas besoin de défense théâtrale ni de jeu de mots. Celui qui dit la vérité le fait ouvertement, calmement, sans détour. Et mon dernier conseil, prête attention au schéma. Si quelqu'un utilise 2, 3 ou plus de ces questions dans une même conversation, ce n'est probablement pas un hasard. Dans des recherches comme celle du livre Spy the Lie, écrit par d'anciens agents de la CIA, il est démontré que les grappes de signaux répétés sont beaucoup plus révélatrices qu'un signal isolé. Exerce-toi au quotidien. Écoute un politicien lors d'un débat, un vendeur trop insistant, ou même dans des discussions familiales. Entraîner ce filtre mental ne te protège pas seulement des manipulateurs. Cela améliore aussi ta façon de communiquer, en te rendant plus clair et plus direct. La majorité des gens sont honnêtes, et c'est ce que nous devons retenir. Mais identifier ceux qui ne le sont pas peut épargner des maux de tête, des pertes d'argent et même des relations abîmées. Si ce contenu t'a aidé, soutiens-moi en t'abonnant à la chaîne. On se retrouve dans la prochaine vidéo.